Question 1. Pourquoi vous intéressez-vous à l'agrégation des protéines comme cible thérapeutique ? Alors, l'agrégation des protéines est impliquée dans un grand nombre de pathologies. En fait, à ce jour, on connaît plus d'une vingtaine de maladies très graves associées à l'agrégation des protéines. Donc, les maladies les plus connues sont la maladie d'Alzheimer, par exemple, la maladie de Parkinson, donc toutes les maladies neurodégénératives d'une manière générale. On rencontre aussi le diabète de type 2, par exemple. Donc, cette agrégation de protéines est assez récemment étudiée, en fait. Depuis une quinzaine d'années, la communauté scientifique se penche vraiment sur le sujet, et d'autant plus que notre population est vieillissante. Donc l'agrégation de ces protéines, qui sont appelées d'ailleurs protéines amyloïdes, est associée généralement avec le vieillissement. Donc plus la population vieillit, plus des personnes sont touchées. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple, il y a à l'heure actuelle une trentaine de millions de personnes touchées dans le monde, et on estime que ce chiffre va monter à plus de 100 millions d'ici 2050. Question 2. Quelles sont les difficultés rencontrées et retardant la découverte de traitements pour lutter contre ces maladies liées à l'agrégation de protéines ? Alors, en fait, nous avons beaucoup de mal à comprendre le processus d'agrégation. Il associe sûrement d'autres protéines que ces protéines amyloïdes, et à ce jour, on a encore beaucoup de difficultés à comprendre quelles protéines, autres que ces protéines amyloïdes, provoquent cette agrégation ou sont associées à cette agrégation. Par ailleurs, l'évaluation des composés est très compliquée, car il y a beaucoup d'états différents dans ces protéines amyloïdes. Donc la structure de ces protéines est très mal connue. On sait qu'elles passent d'un état monomérique et qu'après il y a des interactions entre ces protéines pour conduire à des oligomères métastables, petits, puis un peu plus gros, pour finir finalement à des fibres amyloïdes totalement insolubles. Donc nous, au laboratoire, nous sommes obligés de développer beaucoup d'outils physico-chimiques, biophysiques, in vitro, pour essayer de modéliser cette agrégation et du coup d'évaluer les molécules, savoir sur quels composés, sur quels états nos composés agissent. Est-ce qu'ils vont retarder le début de l'agrégation? Est-ce qu'ils vont changer la conformation des protéines? Donc c'est vraiment, tous ces outils doivent être combinés. On doit faire, donc au laboratoire par exemple, on fait de la fluorescence, on fait de la microscopie électronique, optique, on fait de l'électrophorèse capillaire, on fait de la RMN, on utilise aussi la modélisation moléculaire. Et tous ces outils doivent être combinés pour essayer de mieux comprendre le processus et donc d'évaluer les composés. Par ailleurs, les modèles in vivo sont très difficiles à mettre au point, en particulier pour la maladie d'Alzheimer. On sait très bien que les modèles sur petit animal sont très peu fiables. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de composés ensuite ne sont plus efficaces en phase clinique alors qu'ils étaient très prometteurs sur ces petits animaux. Question 3. Comment concevez-vous des molécules inhibitrices de l'agrégation ? Alors en fait, pendant très longtemps, les scientifiques ont essayé de cribler à l'aveugle des composés naturels ou des composés synthétiques. Ça a généralement échoué par manque de sélectivité. Donc ce que l'on essaye de faire, nous au laboratoire et d'autres équipes dans le monde, essayent de concevoir rationnellement des composés. Donc dans notre équipe, on se base sur les quelques structures que l'on a de ces protéines amyloïdes. Il en existe très peu en fait des structures, puisqu'on ne peut pas avoir de cristallographie, mais il existe quelques structures RMN, solutions ou solides. Pour concevoir ces molécules, on se base vraiment sur les structures en essayant de comprendre quels sont les points clés pour l'agrégation. Donc on sait que généralement il y a des petites zones hydrophobes, des petites séquences d'acides aminés hydrophobes qui impliquent des liaisons hydrogènes, des interactions ioniques aussi. Donc pour concevoir des molécules inhibitrices, il faut que ces composés agissent vraiment sur ces zones cruciales pour l'agrégation. Donc dans notre équipe, nous concevons des petits peptides ou des molécules qui miment des peptides, capables d'interagir avec les zones hydrophobes clés pour l'agrégation, d'inhiber certaines liaisons hydrogènes et d'inhiber des interactions ioniques. Donc c'est vrai qu'on a quelques résultats très prometteurs sur la maladie d'Alzheimer, donc sur une protéine impliquée dans cette maladie, c'est le peptide A-bêta 1,42. Maintenant, l'étape d'après sera de passer in vivo.
Pour concevoir par contre des peptides qui pourront devenir des médicaments, l'idée c'est d'augmenter leur stabilité face à la protéolyse quand ils sont distribués dans l'organisme. Donc pour cela, nous concevons des mimes d'acides aminés, donc des acides aminés non naturels. Nous avons une très très grande activité au laboratoire sur la conception et la synthèse d'acides aminés fluorés. Alors pourquoi nous nous intéressons au fluor et pourquoi mettre du fluor dans les peptides? En fait, le fluor est un atome très réputé en chimie médicinale. C'est un petit atome, il n'est pas toxique, il augmente l'hydrophobie, c'est-à-dire qu'il va favoriser le passage de certaines barrières, comme le passage dans le système nerveux central, ce qui est évidemment crucial pour toutes les maladies neurodégénératives. Quand il est à côté d'atomes ou de groupements tels que DNH, DOH, il augmente la force des liaisons hydrogènes. Donc il va augmenter l'affinité des peptides pour leur cible. Il stabilise vraiment les molécules face au métabolisme d'une manière générale et pour les peptides face à la protéolyse. Donc nous concevons de nouvelles unités d'acides aminés non naturels. Ensuite, nous les incorporons dans nos peptides que nous évaluons ensuite comme inhibiteurs d'agrégation de molécules, enfin de protéines amyloïdes. Le fluor aussi nous permet d'évaluer nos composés par RMN du fluor, qui est un outil aussi très sensible pour évaluer assez rapidement, pour cribler assez rapidement si un composé a une affinité pour ces protéines amyloïdes. Question 4. Comment vous organisez-vous dans votre laboratoire pour appréhender ces sujets si pluridisciplinaires? Alors, au laboratoire, en fait, nous avons tous les mêmes objectifs, inhiber l'agrégation des protéines, mais nous avons chacun nos expertises. Donc nous avons deux membres permanents qui sont spécialisés dans la méthodologie de synthèse de ces acides aminés, de ces briques fluorées. Nous avons 3 permanents spécialisés dans la conception, la synthèse des molécules, donc inhibitrices de l'agrégation, et sur l'évaluation physico-chimique. Donc nous développons au laboratoire tous ces aspects. Nous avons également 2 permanents spécialisés en modélisation moléculaire, donc qui nous aident aussi à concevoir nos molécules ou à essayer de comprendre le mécanisme d'action de nos molécules. Et puis nous avons bien sûr des doctorants, des post-doctorants, donc ils se répartissent dans ces différentes disciplines. Souvent ils sont même à cheval entre 2 disciplines. Ils vont faire de la chimie, puis l'évaluation de leurs molécules, ou de la chimie, de la modélisation moléculaire. Nous avons aussi beaucoup de collaborations, ça c'est indispensable, on ne peut pas travailler isolé. Des collaborations en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. En particulier, nous travaillons beaucoup avec des équipes italiennes et des équipes anglaises.